La reproduction est un caractère primordial chez tous les êtres vivants. Après avoir étudié certains caractères en première année, la respiration chez les êtres vivants, ainsi que la nutrition chez les êtres vivants, aussi pour le palier en deuxième année, vous avez étudié la reproduction chez les végétaux et la reproduction chez les animaux. Maintenant, on va essayer d'étudier la reproduction chez l'homme. Qu'est-ce que la reproduction? Tout d'abord, la reproduction chez l'homme constitue une fonction essentielle qui permet la conservation et la pérennité de l'espèce. Actuellement, les parents choisissent le moment favorable pour avoir un enfant. Ceci grâce au progrès de connaissances concernant l'organisation et la fonction de l'appareil génital, aussi chez l'homme que chez la femme. La question qu'on peut poser durant dans ce cours, c'est quelles sont les transformations qui surviennent à la puberté? Comment les gamètes sont-ils produits? Comment s'effectue la fécondation chez l'homme? Quelles sont les étapes de développement de l'embryon? Comment s'effectue l'accouchement? Quel est l'intérêt de l'allaitement naturel? Ainsi, comment peut-on gérer la reproduction? On va commencer notre partie par les organes reproducteurs et leurs fonctions. Les organes reproducteurs pour l'homme et pour la femme. On va commencer par les appareils, l'appareil reproducteur masculin, c'est-à-dire l'appareil reproducteur chez l'homme. L'appareil reproducteur chez l'homme est constitué par un certain nombre d'organes. Par exemple, au niveau des pénis, on a la glande, on a des testicules, on a l'urètre, un os pubien, la vessie, on peut dire la vessie, mais la vessie c'est au niveau de l'appareil urinaire. On a l'épididyme qui se trouve au niveau des testicules, un conduit déférent, les glandes bulbo-urétrales, une prostate et les vésicules séminaires. Tous ces constituants constituent l'organe génital mâle qui généralement se trouve à l'extérieur. Pour l'organe génital femelle, elle est constituée par un certain nombre, elle est interne, elle est constituée par une cavité utérine, la muqueuse, on va voir ce qui arrive au niveau de la muqueuse durant les phases, le cycle de menstruation. On a la paroi de l'utérus, on a le col de l'utérus, le vagin, la trempe de Fallope, un ovaire et aussi le pavillon. On va essayer de faire une comparaison entre l'organe, l'appareil reproducteur mâle et femelle. Pour la femme, l'emplacement de l'appareil génital se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire caché, tandis que chez l'homme, elle est externe. Les glandes génitales sont sous forme d'ovaires chez la femme et des testicules chez l'homme. Chez la femme, il n'existe pas de glandes annexes, tandis que chez l'homme, il y a les vésicules séminales, il y a la prostate et les glandes de Cooper. Les voies génitales sont la trempe, l'épididyme chez l'homme, la trempe chez la femme, l'épididyme chez l'homme, le spermoducte et l'urètre chez l'homme. L'organe de l'accouplement, c'est un vagin chez la femme et le pénis chez la femme. L'organe de la gestation, c'est-à-dire où il y a développement de l'embryon après une fécondation, c'est l'utérus, tandis que l'homme, il ne possède pas d'organe
génitaux. Quels sont, on va voir maintenant, l'âge durant lequel apparaissent, devient pubère, c'est-à-dire devient capable de reproduire. C'est pour cela qu'on va faire une comparaison sous forme d'un tableau, entre l'homme et la femme. C'est-à-dire le sexe masculin et le sexe féminin. Les caractères de la puberté apparaître chez le garçon entre l'âge de 12 à 15 ans, tandis que chez une fille, elle est entre 11 et 14 ans. Il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent agir sur l'apparition, sur la puberté. Par exemple, le type de l'aliment, les climats, et ça diffère d'une personne à un autre. On peut constater qu'il existe deux types de caractères. Il y a les caractères principaux et les caractères principaux primaires et les caractéristiques secondaires. Chez un garçon, les caractéristiques primaires sont l'apparition des premières éjaculations, c'est-à-dire l'émission des spermes, tandis que chez une fille, il se caractérise par l'apparition de la première règle, c'est-à-dire l'écoulement ou bien les menstruations, c'est-à-dire le sang qui coule. Au niveau, les caractères secondaires se caractérisent chez un garçon par accélération de la croissance, c'est-à-dire sa croissance augmente de plus en plus. Il y a le changement de la voix, c'est-à-dire une voix devient de plus en plus haute. Le développement des muscles, l'apparition des poils sous les aisselles, ainsi augmentation de la taille du pénis et des testicules. Chez les filles, il y a élargissement du bassin, développement des seins, croissance des ovaires, c'est-à-dire ces ovaires qui, on va voir leur rôle, une voix aiguë, apparition des poils sous les aisselles. Ce sont les principales manifestations de la puberté chez le sexe masculin et le sexe féminin. Maintenant, on va essayer de savoir les fonctions de chaque organe principal, les fonctions des testicules et des ovaires. On va commencer par l'homme. Les organes reproducteurs fonctionnent à partir de la puberté, c'est-à-dire il devient fonctionnel à partir de la puberté, c'est-à-dire apparaît avant l'apparition des caractères sexuels. Et cela dure jusqu'à sa mort. Afin de déterminer le rôle des testicules et des ovaires, on réalise un certain nombre d'expériences, bien sûr, sur des animaux. On va prendre deux souches, c'est-à-dire deux souches sous forme de souris. La première, c'est une souris, c'est une expérience témoin. On va prendre une souris normale. On va voir ses résultats. On va suivre sa croissance. On voit qu'il y a une production des gamètes. Il va produire à un certain âge de puberté, il va produire des gamètes. Il va développer des organes sexuels, les organes sexuels qu'on a vus, soit les organes sexuels primaires ou les organes sexuels secondaires. Après, on va pour une autre souche, pour la deuxième souche, on va faire une ablation des testicules. C'est-à-dire, ablation des testicules, c'est-à-dire on va enlever les testicules de la souris mâle. Les résultats sont les suivants. Une stérilité, l'atrophie des organes sexuels, c'est-à-dire l'atrophie, il dégénère, il se rétrécit et la forme devient comme il était avant la puberté. Pour la même souris qu'on a déjà utilisée, on a fait l'ablation de ses testicules, on va lui injecter l'extrait des testicules d'une autre souris adulte, après l'enlèvement de ces testicules. Les résultats sont sous forme, sans citer.
on va observer que la stérilité persiste, tandis que le retour des organes sexuels alors est anormal, c'est-à-dire ils vont prendre l'état normal de la puberté. Mais la souris reste stérile, c'est-à-dire elle n'est pas capable de se reproduire, c'est-à-dire de produire des gamètes. Chez la femme, c'est la même chose. Afin de déterminer le rôle des ovaires, on réalise les mêmes expériences que chez la première, chez l'homme, mais aussi chez des animaux. Et l'animal qu'on va prendre, c'est la souris. On va prendre une souris témoin sur laquelle est normale, sur laquelle on va observer la production des gamètes, c'est-à-dire les gamètes femelles. Et aussi, on va voir un développement normal des organes sexuels, c'est-à-dire que les caractères sexuels sont normaux. Premièrement, pour une autre souris, on va faire l'ablation des ovaires, c'est-à-dire enlever ces ovaires chez la souris pubère et adulte. On va observer la stérilité, qu'elle devient stérile, c'est-à-dire incapable de se reproduire. Aussi, on va observer une atrophie des organes sexuels, c'est-à-dire que ces organes sexuels vont se rétrécir et ne vont plus apparaître de la taille normale d'une souris pubère. En deuxième tranche, on va faire une injection de l'extrait des ovaires à une souris adulte après enlèvement des ovaires. Après, les résultats sont sur le tableau. On va observer une stérilité, retour des organes sexuels à leur état normal. La stérilité persiste dans tous les cas, chez l'homme et chez le mâle et comme chez la femelle. Donc on peut conclure que les ovaires sont l'organe principal de la production des ovules chez la femelle et les testicules sont responsables de la production des gamètes mâles, c'est-à-dire des spermatozoïdes chez le mâle. Donc, la conclusion, les testicules sont deux glandes génitales responsables de production des gamètes mâles, qu'on les appelle les spermatozoïdes, production d'une hormone sexuelle, la testostérone, qui est responsable du développement des caractères sexuels secondaires. Et aussi la maturation des organes sexuels, qu'on a déjà vu dans les caractères chez un pubère. Tandis que les ovaires d'une femelle sont deux glandes génitales responsables de la production des gamètes femelles, qui sont les ovules, la production des hormones sexuelles, qui sont l'oestrogène et la progestérone, qui sont responsables du développement des caractères sexuels et de la maturation des organes sexuels. Donc, on va passer à la structure des testicules ainsi que celui des ovaires. Et donc, comment se présentent ces testicules? Chez un mâle, c'est un schéma d'une coupe au niveau d'un testicule. Il montre qu'il contient à l'extérieur un corps spongieux, à l'intérieur des tubes séminifères. Ces tubes séminifères forment entre un canal de l'épididyme, tandis que au niveau desquels, on va voir, au niveau desquels il va se former des spermatozoïdes. La coupe transversale au niveau du testicule montre qu'il contient plusieurs types de cellules. On a les cellules de Leydig, ce sont des cellules interstitielles,
et on a un tube séminifère au niveau duquel se fait la spermatogénèse et la formation des spermatozoïdes. Les testicules sont constitués de tubes séminifères, lieu de production des spermatozoïdes, des cellules interstitielles ou cellules de Leydig qui produisent la testostérone, c'est-à-dire que la testostérone responsable des caractères sexuels secondaires, c'est chez le pubère. La structure ovarienne de l'ovaire chez une femme est comme ça, une observation microscopique d'une coupe longitudinale de l'ovule, de l'ovaire. Il montre qu'elle contient un certain nombre de structures arrondies qu'on appelle les follicules. Ces follicules sont entourés par des cellules interstitielles, ainsi qu'on voit que ces cellules accroissent. Elles sont de petite taille et se développent le long de l'ovaire. Le long de l'ovaire. Et chaque follicule, on appelle chaque follicule, contient un seul ovule et se développe. Et donc, l'ovaire est constitué de plusieurs follicules de tailles différentes selon le degré de maturation, c'est-à-dire durant la phase, qu'on va voir durant la phase folliculaire, ces follicules grandissent et se développent jusqu'à arriver à maturation. Chaque follicule contient un seul ovule. On va passer maintenant à l'activité cyclique et ovarienne chez la femme. C'est-à-dire une activité ce que se passe au niveau de l'utérus féminine ainsi qu'au niveau de l'ovaire. Chez la femme, les règles ainsi que l'ovulation apparaissent d'une façon périodique, c'est-à-dire rythmique. Ils se répètent à un certain moment. Généralement, la durée habituelle des cycles menstruels est de 28 jours, mais il peut différer d'une femme à une autre selon un certain nombre de facteurs. Il peut être long ou plus bref. Elle n'est pas toujours régulière et se caractérise par des modifications au niveau de l'ovaire et au niveau de l'utérus. On va voir ces modifications, c'est-à-dire on va débuter par les modifications au niveau de l'ovaire, les modifications au niveau de l'ovaire et des modifications au niveau de l'utérus. Donc, on a un schéma d'un ovaire en coupe. Ce sont des follicules au cours d'accroissement et de développement, c'est-à-dire pour arriver à la maturation. Cette phase se termine par l'ovulation. On l'appelle une phase folliculaire. Soit l'ovule est fécondé, soit, s'il est fécondé, le corps jaune dégénère, ou l'apparition du corps jaune sur lequel a été formé l'ovule, soit il dégénère. Donc, c'est la phase lutéinique, durant laquelle le corps jaune dégénère. On a la phase sur les follicules en croissance ou en développement. On a une phase folliculaire qui débute, c'est-à-dire par les premières journées jusqu'à l'ovulation qui dure 14 jours. Et la phase lutéinique, c'est ce qui arrive au niveau de l'ovaire, le corps jaune, ce qui arrive au niveau de l'ovaire, des modifications. Le cycle ovarien, on peut conclure que le cycle ovarien se divise en deux phases. La phase folliculaire qui se caractérise par le développement du follicule pour arriver à maturité
une phase lutéinique qui se caractérise par l'apparition et l'évolution du corps jaune. Ces deux phases sont séparées par l'ovulation qui se produit le 14e jour. C'est-à-dire l'ovulation, c'est un critère, l'ovulation se fait que ce soit les règles normales de 28 jours ou longues ou courtes, c'est le 14e jour avant la menstruation suivante. Les modifications au niveau de l'utérus, ce qui arrive au niveau de l'utérus. Au niveau de l'utérus, on voit que les premières journées, au niveau de l'utérus, on voit qu'il y a le saignement, c'est-à-dire l'écoulement, c'est-à-dire les règles, et puis au niveau de l'endomètre, il y a un certain nombre de changements jusqu'à le 14e jour où on a une ovulation. Il y a plusieurs modifications qui arrivent, qui surviennent au niveau du col de l'utérus, durant lesquels il se prépare. L'utérus va se préparer soit pour une nidation, soit pour un autre cycle de menstruation. Au cours du cycle utérin, la muqueuse subit les modifications suivantes. Au début, on a la menstruation. La partie supérieure de la muqueuse se fragmente. Les débits de cette muqueuse sont rejetés dans l'écoulement du sang qui dure 5 à 6 jours. Il y a un écoulement du sang et la déchirure et la rupture des débris de col de l'utérus. Durant la phase menstruelle, post-menstruelle, c'est-à-dire du 5e au 14e jour du cycle, on observe un épaississement progressif de la muqueuse. Épaississement progressif de la muqueuse avant l'ovulation. C'est la phase post-menstruelle. Puis, un développement des glandes en tube. Ces glandes en tube commencent à se développer. On voit au niveau de l'utérus que de plus en plus épaisse. Durant la phase prémenstruelle, c'est-à-dire après le 14e jour, jusqu'au 28e jour du cycle, la muqueuse s'épaissit davantage, c'est-à-dire il devient plus épaisse, ainsi que les glandes en tube deviennent de plus en plus longues et plus saigneuses, c'est-à-dire il se prépare pour une nidation. Toutes ces modifications préparent les conditions favorables à la nidation et le développement de l'embryon en cas de fécondation. En absence de fécondation, la menstruation survient et un nouveau cycle ovarien commence. Pour cette partie, on va faire une petite récapitulation, c'est-à-dire depuis l'âge de la puberté apparaissent chez l'homme, il y a plusieurs caractères, il y a plusieurs manifestations. Par exemple, l'apparition. Comme conclusion générale de cette partie, je peux dire que l'homme, le masculin, produit des gamètes mâles sous forme de spermatozoïdes, tandis que qu'ils sont formés au niveau des testicules. Ainsi, tandis que
chez une femme, c'est au niveau de l'ovaire que se produisent les gamètes femelles ou les ovules. On va voir que devient ces gamètes mâles et que devient ces gamètes femelles et à quoi vont aboutir. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie du cours. Merci mes chers élèves. On se verra à la prochaine fois pour la deuxième partie du cours, la reproduction chez l'homme.